Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Lotaz, du département d'études littéraires, et aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Manuel J. Ramos, professeur associé au département d'anthropologie de l'Institut universitaire de Lisbonne, où il travaille depuis des décennies sur les questions de colonialisme européen et de pouvoir dans les relations internationales. Bienvenue, Manuel. Ravi de vous rencontrer et je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup d'être venu en ligne. Vous avez pris contact parce que vous avez mené des recherches sur la longue durée du colonialisme européen. Et j'ai récemment compris à quel point il est important que nous continuions à parler de l'impact actuel de l'héritage colonial de l'Europe. Parce que les Européens pensent « Oh, tout cela est fini depuis longtemps. Nous ne sommes plus coloniaux. » Eh bien, pourriez-vous en dire un peu plus à ce sujet? Oui. En fait, je suis un anthropologue un peu étrange, car une partie de mes recherches porte sur les études médiévales. On ne trouve pas beaucoup d'anthropologues qui s'intéressent aux études médiévales. Mais j'ai consacré une partie de ma carrière à l'étude de cette légende très étrange et très puissante, la légende du prêtre Jean des Indes, qui a préparé le terrain pour les explorations et les soi-disant découvertes des XVe et XVIe siècles. C'est une légende de croisade qui s'est développée à la cour de Frédéric de Hohenstaufen en Allemagne, et c'est une construction idéologique très très puissante. Je ne suis pas nécessairement hégélien, et je sais qu'il faut aussi prendre en compte les causes matérielles, mais les idées sont très très puissantes. Et l'idée, ou plutôt la reprise de l'idée alexandrine d'unir l'Orient et l'Occident sous un seul royaume ou un seul empereur, s'est véritablement infiltrée dans cette légende. Cette idée puissante, selon laquelle le roi des rois était aussi un prêtre chrétien qui s'allierait à l'Occident pour conquérir Jérusalem, a réellement alimenté le projet des grandes découvertes et, comme je l'ai dit, a préparé le terrain pour l'expansion européenne. Elle a posé les bases de 5 siècles de développement d'une machine hégémonique très très puissante, qui, comme nous le savons, a atteint son plein développement au XIXe siècle et au début du XXe siècle, avant de commencer à se démanteler. Donc, vous dites que même les tentatives actuelles de l'Europe occidentale pour dominer le monde en général, en particulier ce que nous appelons le Moyen-Orient ou l'Asie occidentale, sont encore des prolongements des croisades. Est-ce que... Absolument. Absolument. Je veux dire, si l'on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, nous sommes encore dans une croisade. Dans une certaine mesure, nous sommes encore dans une croisade. Si l'on observe la rhétorique, les discours, en particulier aux États-Unis, de ce qu'on appelle le sionisme chrétien, c'est incroyable. Je veux dire, c'est stupéfiant qu'au XXIe siècle, nous soyons encore à ce point submergés par ce discours chrétien de croisade, millénariste et apocalyptique, qui est toujours bien vivant aujourd'hui. Pouvez-vous peut-être nous donner quelques exemples de la façon dont le discours actuel reflète l'esprit de croisade d'il y a 500 ans? Ce que je veux dire, c'est que, comme je l'ai dit, toutes les composantes, tout le discours et tout le cadre de compréhension du monde, la compréhension de la place de l'Europe dans le monde, ont été élaborés au Moyen Âge et se sont épanouis dans les siècles qui ont suivi. Ce qui m'étonne, c'est que le développement du millénarisme, la montée du millénarisme utopique, surtout à partir du XVIe siècle, et particulièrement en Angleterre, a véritablement évolué vers le sionisme chrétien du XIXe siècle, qui a ensuite traversé l'océan jusqu'aux États-Unis et a engendré cette idée selon laquelle le contrôle de Jérusalem constitue l'objectif ultime de l'identité européenne ou occidentale. Et c'est bien ce que je dis. Nous sommes encore animés par cet esprit de croisade.
Tu sais, je n'y avais jamais pensé, parce que le discours sur le sionisme est tellement centré sur le judaïsme. Mais bien sûr, le judaïsme et le sionisme sont des concepts complètement différents. C'est simplement que tout est tellement focalisé sur cette croyance religieuse. Mais tu as tout à fait raison. Le sionisme chrétien est en réalité plus important. Il y a plus de sionistes chrétiens que de sionistes juifs. Not only it's bigger, not only it's bigger, but it really precedes. Non seulement c'est plus ancien, mais cela précède en réalité le sionisme juif en tant qu'idéologie politique de plus d'un siècle. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est à ce moment-là que le sionisme chrétien commence à se développer au Royaume-Uni et il prend véritablement forme à partir des années 1830. Puis, comme je l'ai dit, il se diffuse aux États-Unis. J'ai trouvé cela très intéressant, très récemment en fait. Persbay se confère chez Touliger, et j'ai meurdu Yurao, était adhériste, et j'ai été absolument stupéfait de découvrir que le sionisme n'est pas un Theobald Mlersk Foins. Zionism was not Theodor Herzl's first plan. His first plan was to convert Austrian. Son premier projet était de convertir les Juifs autrichiens et allemands au catholicisme. Il a même parlé à l'envoyé du pape à Vienne, mais il a été éconduit. Ainsi, le sionisme est devenu un plan de secours pour Theodor Herzl, ce qui est remarquable. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que le sionisme est quelque chose qui s'est développé en Europe et aux États-Unis et qu'il précède en réalité le sionisme juif. Et il y a bien plus, beaucoup plus, de sionistes chrétiens que de sionistes juifs, bien sûr. Oui, et tu as tout à fait raison de dire que la raison pour laquelle ces personnes, en particulier les chrétiens évangéliques aux États-Unis, se décrivent comme sionistes, ce n'est pas parce qu'ils veulent un foyer pour les Juifs, c'est parce qu'ils veulent provoquer la venue du Christ. Exactement, qui ensuite éradiquera les Juifs et élèvera les chrétiens au paradis. En fait, c'est essentiellement une secte de la fin du monde. Exactement. Je veux dire, c'est la bataille d'Armageddon. C'est ce qu'ils recherchent, la bataille d'Armageddon. Mais lorsque l'on relie cela aux idées des croisades, cela ouvre en réalité de nombreuses perspectives, car cela explique aussi pourquoi, dans le discours actuel, on entend souvent parler de la soi-disant tradition judéo-chrétienne. Pouvez-vous en dire davantage sur ce lien entre le judaïsme et le christianisme dans le contexte des croisades, il y a 5 à 700 ans? Je veux dire, c'est une très longue histoire. Mais bien sûr, il est très intéressant que cette lettre, la lettre du professeur John, ou la soi-disant lettre du professeur John, soit en réalité un faux. On pourrait appeler cela un faux drapeau. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? En fait, je ne la connais pas. D'accord. Cette lettre est apparue dans le... Eh bien, elle a très probablement été forgée par un évêque à la cour des Hohenstaufen, comme... Peut-être que j'utilise le terme faux drapeau de manière anachronique, mais comme un moyen d'inciter à la troisième croisade. La troisième croisade diffère des deux premières en ce sens qu'elle fut une croisade une croisade très officielle. Il y avait Frédéric Barberousse, Richard Cœur de Lion et le dauphin de France. Ils sont tous partis pour la Terre Sainte et ils y sont tous morts ou en chemin. Cette lettre est donc censée avoir été écrite par ce roi des rois, un roi des rois indien, s'adressant à l'Occident et proposant une alliance militaire pour renverser les Ottomans, ou plutôt les Turcs seldjoukides, qui avaient pris le contrôle de la Terre Sainte. Et cette lettre, Lenné et Gethcox. Non, c'est le XIIe siècle, le milieu du XIIe siècle. Désolé, nous parlons des années 1140. 1140, 1050, la lettre, cette fausse lettre de Jean d'Eur.
Et cette lettre est devenue un incroyable best-seller. Je veux dire, cette lettre a été traduite dans la plupart des langues européennes. On la trouve en hébreu, en russe, dans d'autres langues slaves, en grec, en latin, en vieil écossais, en germanique, en néerlandais, en anglais, en français, en espagnol et plus tard en portugais. C'était une lettre qui circulait partout en Europe. Et comme je l'ai dit, elle était immensément puissante. Elle disait, « Nous pouvons conquérir Jérusalem parce que nous avons un allié de l'autre côté du monde. » Et une fois Jérusalem conquise, la prophétie alexandrine, en quelque sorte, est reprise et transformée en prophétie chrétienne. C'est-à-dire que cela signifiera la venue du Seigneur dans les derniers jours. Donc, comme je l'ai dit, c'est une lettre d'une puissance immense, et elle propose un âge d'or une fois Jérusalem conquise. Vous savez, c'est un fait. Et c'est le début, cette lettre, à cause de ce qui s'est passé lors de la troisième croisade. Il y eut une accalmie, un moment de calme, mais immédiatement après, ou pas immédiatement, peut-être 30 ou 40 ans après la troisième croisade, le pape commence à envoyer des émissaires, des voyageurs vers l'Orient, à la recherche du prêtre Jean. Nous avons donc le début d'un corpus littéraire immensément riche, de récits de voyages d'occidentaux, d'Européens, voyageant en Inde, voyageant en Chine, rendant visite aux Mongols. Et à ce moment-là, Marco Polo parle aussi du prêtre Jean, et il dit, eh bien, le prêtre Jean, après tout, je pense qu'il est un sujet de Gengis Khan ou de Kubilai Khan, et il est chrétien, mais hérétique. Donc je pense qu'il y a en réalité des chrétiens, de meilleurs chrétiens, en Afrique orientale, et il parlait probablement des Éthiopiens. À partir du XIVe siècle, le prêtre Jean indien devient donc un prêtre Jean éthiopien, car l'Éthiopie était considérée comme la troisième Inde. On pensait que la corne de l'Afrique, dans la vision européenne, était voisine de l'Inde. Ainsi, le prêtre Jean devient éthiopien, d'où l'obsession des Portugais à voyager tout autour et à l'intérieur de l'Afrique à la recherche du prêtre Jean. Ainsi, les explorations des Portugais à travers l'Afrique étaient des explorations à la recherche du prêtre Jean. Chaque contact qu'ils avaient avec les Wolofs, avec le Congo, était perçu comme impliquant des rois sujets du prêtre Jean, car le prêtre Jean était comparé à Jésus. Tout comme Jésus avait 72 disciples, on disait que le prêtre Jean avait 72 rois sous son autorité. Il existait donc cette image d'une Afrique dotée d'une unité politique centrée sur un prêtre Jean éthiopien chrétien. Et c'était là l'un des grands objectifs des Portugais, atteindre l'océan Indien, atteindre l'Inde et tenter de conquérir et de contrôler la mer Rouge. C'était donc vital pour eux. Désolé. Non, c'est fascinant. Donc en fait, vous soutenez que le colonialisme occidental n'a pas commencé principalement par le désir d'exporter un excédent de population, mais à partir de cette idée messianique chrétienne de créer enfin l'alliance qui pourrait ensuite reprendre la Terre Sainte. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si l'on regarde les cartes médiévales du monde, on y trouve généralement Jésus-Christ superposé, avec le cœur représentant Jérusalem. Ainsi, l'Europe n'était pas réellement au centre de la carte. C'est Jérusalem qui en est le cœur, et il faut aller vers l'ouest. Et c'est dans ce monde-là que vous vivez. Oui, c'est la soi-disant carte d'Uhlendorf qui a disparu. C'est une carte extraordinaire qui montre en réalité le visage du Christ à l'Extrême-Orient. En haut de la carte se trouve l'Est et non le Nord. Ses mains, l'une vers le Nord, l'autre vers le Sud, et ses pieds sont tournés vers l'Ouest. Et cela montre que, si l'on observe ce type de carte, on comprend vraiment que la position de l'Europe était celle d'une totale subalternité face à l'Orient. C'était l'aboutissement d'un processus de dégradation de l'humanité.
of a process of degradation of mankind. So for Europeans, the redemption Ainsi, was pour les Européens, la rédemption signifiait monter à Jérusalem. pilgrimage in Jerusalem. Le pèlerinage à Jérusalem offrait la possibilité de réparer un état de dégradation totale. C'est quelque chose de très très puissant. Et donc les croisades sont une ramification de ce mouvement de rédemption. Il y a un élément que je trouve très important. L'Europe est en bas, mais l'Afrique est aussi en bas. La différence, c'est que l'Europe se trouve du bon côté du Christ, et l'Afrique du côté gauche du Christ. La gauche est toujours mauvaise, la droite est toujours juste. Exactement. Et c'est pourquoi on trouve l'Afrique totalement, complètement peuplée de créatures monstrueuses et perçue, d'une certaine manière, comme une terre du diable. And seen as a land of the devil, in a way. And which, of course, you have to also consider that this... Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte que cette image du monde, une image tripartite du monde au Moyen Âge, est une interprétation des descendants de Noé. Autrement dit, les trois fils de Noé ont peuplé les trois régions du monde. Les fils de Cham sont les Africains, qui sont tourmentés, maudits par Dieu. Voilà donc la conception. Quand nous en parlons, nous évoquons une vision judéo-chrétienne du monde, où l'on trouve les Sémites, les Japhétites, ou Européens, et les Chamites. Et ce qui est intéressant dans cette conceptualisation en évolution, c'est qu'à un moment donné, on trouve un prêtre éthiopien, Jean. At a point, you have an Ethiopian Prester John. Pouvez-vous me dire son titre? Prêtre Jean. Prêtre Jean. Prêtre, d'accord, prêtre Jean. Presbyter, because he was... Parce qu'il était roi, mais il était aussi presbytre, également prêtre. He was also a priest. Okay, so let's do that. D'accord, d'accord. Et le fait est qu'à l'origine, c'était le plus bas venant de l'Est. Ou plutôt, on croyait que l'Éthiopie se trouvait à l'Est, donc depuis la tête, n'est-ce pas? Ainsi, d'en haut vient une offre d'alliance afin de s'élever vers le cœur. To ascend to the heart. Exactly, because Ethiopia, or because... Exactement, car l'Éthiopie, ou le Gihon, ou le Nil, était identifié au Gihon, l'un des 4 fleuves qui coulaient du paradis. Ainsi, cette partie de l'Afrique, la corne de l'Afrique, était perçue comme totalement différente du reste du continent, en partie parce qu'elle était considérée comme plus récente. Elle se trouvait près de l'Inde, et c'était l'endroit où prenait sa source le Nil. Et le prêtre Jean, le roi éthiopien, contrôlait les eaux du Nil. The Ethiopian king controlled the waters of the river Nile. Right. Okay, so within this D'accord, worldview d'accord. of medieval Bon donc, dans cette vision du monde de l'Europe médiévale, cela a parfaitement du sens, surtout si l'on considère que l'Europe médiévale était un endroit très très sombre, froid et rude. Et cela a ensuite nourri tout un élan, depuis les années 1550, pour essentiellement retrouver cet homme, et enfin sceller cette alliance. Et puis en même temps, ils ont lancé la troisième croisade. Et ces croisades étaient toujours des entreprises extrêmement brutales, dont l'objectif était toujours de prendre Jérusalem. And the goal was always to take Jerusalem. Exactly. What is amazing? Exactement. Ce qui est fascinant, c'est qu'un amiral portugais, nous avons donc Vasco de Gama partant pour l'Inde, et ensuite il y a cet amiral très animé d'un esprit de croisade, Afonso de Albuquerque, qui devint également vice-roi des Indes portugaises. Il appartenait au camp des millénaristes à la cour portugaise. Autrement dit, la cour du roi Manuel oscillait, pourrait-on dire, entre les mondialistes et les réalistes de l'époque. Vasco de Gama était un réaliste. Lorsqu'il atteignit l'Inde, il comprit « Nous ne pouvons pas contrôler ce monde immense. Nous pouvons contrôler des points, des ports, et nous contrôlons la mer. Et donc, en somme, nous taxerons, et nous contrôlerons le commerce de l'océan Indien. » Mais pour les mondialistes ou pour les millénaristes, tels que Duarte Galvão ou Afonso d'Albuquerque, la question était complètement différente. Leur obsession était de contrôler Bab el-Mandeb, de contrôler la mer Rouge et d'atteindre l'Éthiopie. Et il est très clair dans ses écrits, Afonso d'Albuquerque est absolument explicite. C'était un mégalomane, mais il était aussi, comme je l'ai dit,
un amiral de la flotte portugaise et devint vice-roi des Indes. Ce n'était donc pas un inconnu. Son projet était d'assécher le Nil, c'est-à-dire de détourner les eaux du Nil vers la mer Rouge afin de démanteler les Mamelouks en Égypte. Puis, avec l'armée éthiopienne, débarquer à Djeddah, atteindre la Mecque, conquérir la Mecque, et ensuite, à travers le désert, parvenir à Jérusalem. C'était le plan portugais au début du XVIe siècle. Donc nous ne parlons plus du Moyen Âge. Nous sommes déjà au XVIe siècle. Et c'était le plan millénariste portugais pour conquérir Jérusalem, ce qui a eu un effet très intéressant sur les Éthiopiens. Car à la fin du XIXe siècle, on trouve des rois, comme Théodore en Éthiopie, qui écrivaient encore à la reine Victoria pour lui proposer une alliance afin de conquérir Jérusalem. Donc, comme je le dis, c'est une idée très puissante et elle nous accompagne, nous Européens, depuis très très longtemps. Nous avons oublié la légende, mais les concepts et le cadre sont toujours là. Vous voyez enfin, merci. Tu ne fais que donner à Ursula von der Leyen l'air d'une sainte rationnelle. Je veux dire, non, c'est tout simplement sidérant à quel point la volonté européenne de conquérir et de dominer le monde a toujours été folle. Et si, dans cette lecture de la longue durée, Courtney, nous en sommes juste à la 4e croisade, non? Dans une longue continuité. Ou lors de la 7e croisade, parce qu'il y a eu 5 croisades, je suis probablement dans la 7e, la 8e croisade. Je veux dire, c'est une manière, je pense, de comprendre l'obsession britannique du début du XXe siècle pour la Palestine. Il faut vraiment remonter au XVIIIe siècle, aux discussions au Royaume-Uni autour des Juifs, des droits des Juifs au XVIIIe siècle, et à la conceptualisation, ce qui est quelque chose que nous avons tendance à oublier aujourd'hui. Mais au XIXe siècle, et jusqu'aux années 1930, je dirais, les classes supérieures au Royaume-Uni se considéraient comme des Israélites. Elles avaient cette conception selon laquelle les véritables Israélites étaient les Britanniques, les Anglo-Saxons, que le roi descendait de la lignée de David. D'accord. Et la soi-disant association anglo-israélite était immensément puissante, surtout parmi les classes supérieures et l'armée, des années 1850 aux années 1930 au Royaume-Uni, ce qui est assez étonnant. Bien sûr, si l'on lit le livre de Mark Bloch sur les Anglais et les Français, en remontant au Moyen Âge, on voit que les rois anglais et français étaient considérés comme oints et dotés de pouvoirs thaumaturgiques parce qu'ils étaient des rois à l'image de David. On commence alors à comprendre ce que représente réellement le concept de pouvoir, de royauté et de sacralité dans le pouvoir européen. Il est totalement lié à ce cadre idéologique qui est très très ancien. Et pourrait-il y avoir un lien entre, vous savez, la croyance médiévale en la nécessité de conquérir Jérusalem et la prophétie divine de cette conquête, puis cette trajectoire de 300 ans menant à ce qui deviendra plus tard le sionisme. Et encore une fois, ce sionisme remonte au moins au XIXe siècle. Mais pouvons-nous prouver la transmission du flambeau des croisés aux sionistes? Est-ce quelque chose que nous pouvons démontrer? Je pense enfin, bien sûr, il faut aussi comprendre la situation immensément complexe de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, pendant les guerres de religion, les anglicans, les catholiques, les protestants, les divers schismes protestants, oui, les divers schismes chrétiens. Et c'est dans ce débat très complexe que le millénarisme apparaît. Les millénaristes du XVIIIe siècle au Royaume-Uni émergent vraiment de ce mélange, de cette soupe de débat. Et le millénarisme a été, comme je l'ai dit, le corps dont est issu le sionisme chrétien. Peux-tu en parler un peu plus?
Je veux dire, c'est une idée bien sûr, celle de faire advenir le millénaire, de créer une société parfaite, une république rationnelle. Ainsi, d'une certaine manière, le millénarisme au Royaume-Uni est étroitement lié à l'illuminisme. Ce n'est pas très différent en réalité. Regardez des figures comme Francis Bacon, qui a écrit « la Nouvelle Atlantide ». C'est une vision illuministe, rationaliste, mais aussi millénariste, cherchant à créer une utopie qui donne vie à ses idées religieuses. Vous voyez? Donc d'une certaine façon, la Révolution française, Rousseau, ils n'ont fait qu'ajouter une couche séculière à une idée millénariste et apocalyptique, qui est bien sûr au cœur du christianisme. Donc, nous parlons du XVIIIe siècle, de l'époque de la Renaissance, de l'idée d'illumination, comme vous l'avez dit, de rationalité, de science, des facultés de l'esprit prenant le dessus et sortant l'Europe des âges sombres, de la croyance irrationnelle pour l'amener vers l'ère scientifique moderne. Et vous dites que même cela a été fortement inspiré par l'idée d'atteindre une utopie chrétienne. Et je ne sais pas, je ne connais pas bien le millénarisme. Enfin, pouvez-vous m'en dire plus? Eh bien, je peux vous donner un exemple, parce que vous savez, le tremblement de terre de Lisbonne et le tsunami, qui sont devenus très connus, ont été popularisés par Voltaire. Le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 fut immense. Il rasa Lisbonne et déclencha un vaste débat sur la théodicée à travers l'Europe. Comment Dieu pouvait-il détruire une ville chrétienne, en particulier ses magnifiques églises? Toutes les églises avaient disparu. Dieu est-il vraiment? Pourquoi? C'était énorme. Et donc Voltaire dit, vous savez qu'il est contre cela, et il propose une explication rationnelle et naturelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici à Lisbonne, on dit que nous avons eu 2 tremblements de terre. Nous avons eu le tremblement de terre naturel, et ensuite nous avons eu un tremblement de terre humain. Et oui, le second tremblement de terre, c'était le marquis de Pombal, qui était le premier ministre du roi à l'époque. Comme Lisbonne avait été en partie rasée, il a rasé ce qui ne l'était pas encore, afin de créer une Lisbonne utopique et millénariste. Une Lisbonne rationnelle et ordonnée. Avant le tremblement de terre et avant de devenir Premier ministre, il avait été ambassadeur du Portugal en Grande-Bretagne et il avait été profondément influencé par les millénaristes britanniques. Il a donc mis en pratique le millénarisme britannique à Lisbonne en rasant ce qui avait déjà été rasé pour créer une ville parfaite et rationnelle. C'est, je veux dire, un résultat très intéressant, une matérialisation de ces idées. Je veux dire, ils n'ont pas rompu le lien. C'est bien ce que tu dis, non? Le rationalisme et ses idées des XVIIIe et XIXe siècles sur la rationalité et la science n'ont en réalité jamais rompu le lien avec ces idées plus anciennes de création du paradis sur terre. Et au cœur de cela se trouvait en fait le fait d'aller à Jérusalem. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Je veux dire, je laisse de côté beaucoup de choses qui se sont passées dans les débats européens, mais je pense que c'est une idée qui aide au moins à expliquer l'obsession actuelle. Parce que pour moi, vous savez, les Portugais, nous sommes la queue de l'Europe. Nous sommes le peuple le plus occidental, oublié de l'Europe, pour ainsi dire. Une âme de défaite? Oui, c'est vrai. Nous sommes la queue, ou peu importe. Mais, vous savez, le Portugal était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre n'est pas arrivée au Portugal, sauf sous la forme d'espions et de relations ambiguës avec l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Mais pour moi, en tant que Portugais, quand j'écoute, quand je lis ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, je trouve cela absolument stupéfiant. Ou au Royaume-Uni, en ce qui concerne Israël et le conflit israélo-palestinien et le génocide, c'est déroutant pour moi. Le malaise,
L'incapacité à regarder la réalité en face. Je ne l'explique pas très bien. Je suis d'accord avec toi, car pour moi, il ne s'agit pas seulement de politique ou d'idéologie, mais de la manière dont les gens appréhendent la culpabilité et l'histoire. Pour quiconque n'est pas prisonnier du même état d'esprit que ces personnes, il est absolument évident que ce que nous voyons, c'est une population européenne cherchant à exterminer une population autochtone dans une terre où, cela ne pourrait être plus clair, il s'agit d'un projet de colonisation de peuplement. Mais le problème que vous venez de mettre en lumière, c'est que si nous utilisons la colonisation de peuplement pour comprendre ce qui se passe, nous ne saisissons pas toute la profondeur de ce qui se déroule réellement, que nous sommes dans la 7e croisade et que c'est un projet vieux de 1000 ans. Oui, c'est incroyable. Eh bien, il y a un élément, on a aussi tendance à l'oublier, tu sais, l'étymologie des mots, l'histoire des significations. Mais quand on parle des découvertes, tu sais, on utilise le verbe « découvrir ». Je découvre ceci, tu découvres cela. Qu'est-ce que cela veut dire, découvrir? Le mot portugais est descobrimento, qui est essentiellement le même que discover. Découvrir, c'est dévoiler, ôter le couvercle, parce que le monde est recouvert par les ténèbres. Et les Portugais et les Espagnols étaient en mission, conçus par le pape, pour dévoiler le monde, c'est-à-dire projeter la lumière du Christ partout où il y avait de la sauvagerie. On ne peut donc pas séparer le colonialisme, l'oppression matérielle et factuelle d'autres peuples, de ce cadre initial. Je veux dire, le colonialisme du 19e siècle, ce qui a été décidé à Berlin, était le résultat de ce projet. Je comprends donc qu'il faut aussi être matérialiste et que le matérialisme a sa place dans l'explication historique. Mais il ne faut pas commencer par là. Je pense que le grand problème, c'est que nous sommes binaristes. C'est-à-dire que c'est le problème du christianisme occidental, le binarisme. Nous avons soit ou, ceci ou cela, le bien ou le mal, la lumière ou les ténèbres. Exactement. Dans ce cas, ce que je veux dire, c'est que l'on peut avoir un Aigle et un Marx, et qu'ils ne sont peut-être pas si différents. Autrement dit, pour comprendre l'histoire, on ne peut pas simplement dire « oui, oublions le matérialisme car l'histoire est mue par les idées » ou « oublions les idées car l'histoire est mue par les relations de travail, par les relations de production ». C'est les deux. Il est vrai que je m'intéresse davantage à la transformation des idées qu'à celle des moyens de production, mais les deux vont de pair. Ainsi, si l'on oublie le pouvoir des idées dans le développement du capitalisme, de l'impérialisme et du colonialisme, on ne comprend pas la raison du colonialisme. Oui, non, je pense que tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et tu sais, il existe, surtout dans la tradition historique allemande, une Ideengeschichte très forte, c'est-à-dire une histoire des idées, qui reconnaît l'importance de comprendre les motivations et les moteurs sous-jacents, pouvant être séparés des raisons matérielles invoquées pour expliquer ce qui se passe, ou qui ne leur sont pas équivalents. Donc, si nous essayons de comprendre le colonialisme uniquement comme le résultat, disons, d'un excédent de population et du besoin de se disperser et d'apporter de la richesse au continent, nous risquons de passer complètement à côté de ce point précis. D'accord, c'était un bel effet secondaire de la motivation sous-jacente, à savoir, allons vivre selon ces idées et mythes très très anciens, et ainsi de suite. Et ce n'est pas une question de l'un ou de l'autre, c'est les deux à la fois. Exactement. Y a-t-il quelque chose de plus à vraiment comprendre ici à propos de ce projet millénaire et de sa raison d'être? Je veux dire, pourquoi voyons-nous, encore et encore, les mégalomanes devenir si incroyablement puissants? Des gens manifestement déconnectés
manifestement fous, mais qui restent constamment dans leur folie, tout en portant ce bâton d'idées, de fantasmes. Mais quels fantasmes? Des fantasmes très sanglants. Ces gens-là, pourquoi pas les rationalistes? Pourquoi pas toi et moi, qui disons alors « Les gars, regardez, ça n'a aucun sens. » Yes, Oui, je veux dire, je pense, comme je l'ai mentionné, que j'ai publié cet article dans Mediapart, et les réactions ont été mitigées. Certaines personnes disent « Oui, très intéressant », mais j'ai aussi reçu toutes ces réponses du genre « Oui, mais vous savez, les autres sont aussi très mauvais. Nous, on n'est pas si mauvais. » Ce que j'ai écrit, c'est qu'il existe une asymétrie structurelle dans les relations entre l'Occident et le reste du monde. Et nous devons reconnaître cette histoire d'asymétrie et cette histoire d'hégémonie monstrueuse. Revenons par exemple à la Révolution française. Il y a la Révolution, la guillotine, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis il y a Haïti. Et parce que les esclaves disent « Ah d'accord, donc nous sommes tous égaux, nous sommes tous frères, nous avons tous la liberté, alors nous voulons être libres, n'est-ce pas ?» Cela ne s'est pas très bien passé. La première révolte d'esclaves réussie qui a réellement réussi à déjouer les Français. Oui, mais Napoléon, l'un de ses premiers actes a été d'envoyer l'armée pour réprimer la rébellion, parce qu'on peut être libre et égal, mais seulement si l'on est un occidental. C'est donc un problème très intéressant et précoce de la démocratie, des valeurs européennes et des valeurs des droits humains. Elles sont toutes très belles tant qu'elles ne s'appliquent qu'à nous. Oui, et ce thème se répète sans cesse. Lorsque les Européens proclament des valeurs universelles, on découvre que cet universel ne s'applique qu'aux Européens blancs. Exactement. Et c'est pour cela que j'ai publié cet article. Parce que nous devons nous regarder dans le miroir de l'histoire, qu'il s'agisse des générations précédentes, de l'histoire récente ou de l'histoire un peu plus ancienne. Nous devons être conscients de ce que nous sommes et de ce que nous avons été, afin de comprendre comment les gens en dehors de l'Europe nous perçoivent. Ils ne nous voient pas comme des personnes très généreuses, sympathiques ou bienveillantes, et cela au plomb. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Européens, surtout les Européens, et pas même ceux qui ont émigré comme les Américains, mais ceux qui sont restés en Europe, sont vraiment inconscients. Et j'inclus ma Suisse natale. Ils ne se rendent pas compte à quel point cette histoire était grotesque et comment elle continue de façonner la manière dont quiconque, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, perçoit les Européens. L'ampleur même de l'ignorance quant à ce que cela provoque est assez stupéfiante, n'est-ce pas? Oui. Je veux dire, je ne suis pas du tout un adepte du wokisme. Ce n'est pas mon domaine, vous voyez. Oh, il faut évoluer. Je veux dire, c'est une forme de rectitude politique qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, de discuter et de débattre de ce qu'est l'identité européenne dans le monde d'aujourd'hui. Et l'identité européenne actuelle ne peut pas se passer des identités européennes et occidentales d'autrefois, car ce sont elles qui ont façonné la relation des Européens d'aujourd'hui avec le reste du monde. Et ce que je constate partout lorsque je voyage, car je voyage beaucoup en Afrique, c'est une déconnexion totale. Une déconnexion totale entre les Européens ou les Occidentaux et les Africains. Parce que nous, vous savez, nous croyons encore que nous sommes des missionnaires, que nous prêchons le développement, que nous prêchons la bonté partout dans le monde. Et nous ne voyons pas, ou beaucoup ne voient pas, que cette posture n'est pas crédible aux yeux des Africains.
Je pense que nous n'en avons même pas encore parlé, parce que tu voyages beaucoup en Éthiopie en tant qu'anthropologue. Tu travailles sur le terrain, tu essaies de comprendre les sociétés locales, et ainsi de suite. C'est un sujet à part, et c'est aussi très intéressant. Mais tu sais, l'une des choses dont nous devons être conscients, c'est que les Européens font toujours exactement ce que tu dis, non? Même s'ils n'y vont plus avec le livre sacré, ils y vont encore, avec un nouveau livre, comme nous. They are going with new books. Yes, but then they're going with new books, as a researcher. I Oui, know very well mais ensuite, ils se tournent vers de nouveaux ouvrages. you can only, En tant que chercheur, je sais très bien qu'aujourd'hui, il est plus probable d'obtenir l'approbation de ces projets et des financements si l'on se concentre sur les droits des homosexuels, les droits des femmes ou les droits LGBT. Parce que dans les études africaines, c'est là que va l'argent pour faire de la recherche. Il y a un agenda politique, bien sûr, qui vise à faire en sorte que les Africains nous ressemblent davantage. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me rappelle ce que mon ami ougandais m'a dit il y a 10 ans. Il m'a regardé et l'a dit d'une manière très particulière de formuler les choses. Il a dit, « Vous, d'abord, vous venez en Afrique et vous nous dites d'aimer le livre et de tuer les homosexuels. Et maintenant, vous nous dites d'aimer les homosexuels et de brûler le livre. Vous pouvez vous décider, s'il vous plaît. » Ouais. Frustration. Jésus-Christ. Exactement. Et nous ne voyons pas le ridicule de notre position. C'est bien là le problème. Tu vois, c'est ça le problème. J'étais là, c'était il y a 2 ans, je crois. Oui, il y avait l'envoyée spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Elle est venue, elle est allemande, et elle est venue à Lisbonne. Elle voulait contacter des universitaires intéressés par la Corne de l'Afrique. J'étais là avec quelques collègues lors d'une réunion. Et elle était... Enfin, je sais que quand on est allemand et qu'on parle anglais, on a tendance, surtout si on maîtrise pas trop la langue, à utiliser un peu trop l'impératif. Donc elle était un peu... Enfin, peut-être que je plaisante à moitié, mais bref, elle a dit qu'elle était allée en Somalie, qu'elle était allée au Soudan. Elle n'était pas allée en Éthiopie, parce qu'à ce moment-là, les Européens étaient scarcely fear. Et personnellement, je sais qu'en Éthiopie, mais elle disait oui, j'étais avec le gouvernement et les responsables, et je leur disais, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela, vous devriez faire ceci afin d'obtenir tel ou tel résultat. Et elle a ajouté, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris notre position. Et j'ai dit, eh bien, peut-être qu'ils ne veulent pas comprendre la position de quelqu'un qui parle à l'impératif. Peut-être qu'ils comprendront mieux la position d'un envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique lorsqu'il y aura un envoyé spécial de la Corne de l'Afrique auprès de l'Union européenne, expliquant les problèmes des Basques, ou des Catalans, ou des Belges, les Flamands et les Wallons, et ainsi de suite. Oui, quand les Africains commenceront à dire « oui, peut-être que vous devriez faire ceci et vous devriez faire cela », alors il y aura un échange plus égal et reçu, et vous pourrez avoir un véritable débat. Mais si vous adoptez un ton impératif en disant « vous devriez faire ceci et vous devriez faire cela », ils haussent simplement les épaules, bien sûr. Et aujourd'hui en Afrique, les gens haussent les épaules parce qu'ils ont d'autres partenaires. Ils ont les Chinois, les Turcs, les Arabes, les Brésiliens. Ils disposent d'un tout nouveau monde de partenariats possibles. Et les Européens n'ont aujourd'hui aucun moyen intellectuel de comprendre qu'ils ne sont plus importants. Ce qui est vraiment triste, car les Européens pensent encore qu'ils comptent en Afrique, mais ce n'est pas le cas. En général, ce n'est pas le cas, et ils ne veulent pas l'admettre. Donc cela, désolé. Je suis content qu'il ne le soit pas. D'un autre côté,
je suis en réalité assez triste pour l'Europe. Et je pense que un des services que, par exemple, l'Afrique pourrait nous rendre serait d'envoyer un envoyé spécial représentant l'ensemble du continent pour venir nous parler et nous donner son analyse de ce que les Européens devraient faire afin de nous aider à enfin nous comprendre nous-mêmes. Parce qu'il semble que nous soyons intérieurement totalement incapables de le faire, même si nous avons ces discours, n'est-ce pas? Mais ils ne remontent jamais à la surface. Jamais, jamais, jamais. Exactement. Ils émergent à peine. Exactly. They barely But- scratch the surface. Exactly, and I think there's Exactement. Africa is- Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent jeune. It's the youngest C'est-à-dire que c'est le continent le plus jeune du monde. La population y est très jeune. and the countries La population et les pays ont un potentiel de développement presque sans égal dans le monde actuel. it is On peut donc dire que l'Afrique est le continent de l'avenir, le continent du XXe siècle. it will Le développement est tragique. development is tragic. Je veux dire, je connais l'Éthiopie depuis 25 ans et j'ai vu les ravages du développement. Je le sais. Mais il est là. Et il ne va pas s'arrêter simplement parce que nous sommes nostalgiques des jolis villages africains et des braves gens à cheval, à dos de mule ou autres. And the nice people on horseback or in mules or whatever. And so L'Europe doit donc réévaluer sa relation avec l'Afrique, car nous ne pouvons pas continuer à parler des dangers de la migration et de l'invasion. Cela ne mènera nulle part. C'est pourquoi j'ai commencé mon texte par les mots de Joseph Borrell. Pour moi, c'est incroyable que quelqu'un en 2022 puisse dire que nous vivons dans un jardin et que ce jardin doit être préservé parce qu'il y a un risque d'être envahi par la jungle. Ce n'est pas une déclaration naïve. Ces mots portent un poids immense. Le jardin, la jungle, c'est simplement une nouvelle manifestation de la carte d'Uhlendorf du XIVe siècle. Of the Ullendorf map of the 14th century. The Les Kamites, les Kamités qui viennent envahir le joli jardin des Européens. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvons-nous comprendre notre position dans le monde si nous continuons à utiliser ce genre de cadre? Encore une fois, je ne suis pas un mondialiste. Je ne fais pas l'éloge de l'idée que tout le monde migre partout. Il faut aussi comprendre que le pic de la migration, en proportion, n'a pas eu lieu au XXe ou au XXIe siècle. Il s'est produit à la fin du XIXe siècle. Vous savez, c'est à ce moment-là que par rapport à la population, le plus grand nombre de personnes ont migré. Et ceux qui ont le plus migré étaient les Européens. Ils ont migré partout à la fin du XIXe siècle. And they genocided 3 continents. I mean, Et ils ont commis un génocide sur 3 continents. Je veux dire, sur le continent nord-américain. Les gens auraient une couleur de peau différente aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le génocide que nous, Européens, y avons commis, et ensuite l'exploitation du travail des esclaves pour amener encore une autre population qui ne voulait même pas partir. Exactement. Là-bas. Exactement. Et aujourd'hui, nous nous plaignons de « Oh ». Bon, d'accord, n'allons pas plus loin, car cela ouvrirait une toute autre porte. Mais Manuel, c'était une discussion fascinante. Merci beaucoup d'avoir replacé de nombreux symptômes de la violence de masse que nous observons aujourd'hui dans un cadre beaucoup plus large. Je pense que c'est aussi une mise en perspective très importante. Les personnes qui souhaitent lire davantage de vos travaux ou de vos analyses, où devraient-elles aller? Eh bien, j'ai un site web. Ce n'est pas un très bon site, mais peut-être que vous pouvez le mettre quelque part dans les commentaires. C'est MJF Link. La plupart de mes publications s'y trouvent, ainsi que d'autres choses que je fais. D'accord. Je mettrai le lien vers cette page d'accueil dans la description de la vidéo ci-dessous. Manuel Joy Ramos. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir. Bye-bye.